Les Gnolls. Vous qui avez exploré Azeroth, cette race sonne probablement comme un souvenir teinté de mélancolie, le début de grandes aventures, lorsque ces créatures pouilleuses et bestiaces représentaient encore une menace tangible. Le souvenir d'un parfum de forêt ou de prairie, d'un cri reconnaissable entre tous. Vous les avez affrontés, sans même vous y arrêter, puis vous avez emprunté le chemin des grandes légendes, des menaces mortelles et des querelles cosmiques. Aujourd'hui, nous allons prendre un instant pour revivre l'histoire cachée des Gnolls. Vous découvrirez la richesse d'un peuple insoupçonné et visiterez une à une chacune des meutes qui ont forgé les petites histoires d'Azeroth. Je suis certain que, néophytes, curieux ou passionnés, vous sortirez de ce voyage riche de nouvelles connaissances. Les Gnolls ne sont guère parmi les créatures les plus rusées de ce monde. Bien au contraire. Hyènes vaguement humanoïdes, elles sont source de nuisances pour les villages et les routes isolées d'Azeroth. Aussi belliqueux que paresseux, ces êtres vivent de pillage et de rapine, et constituent un danger pour tous ceux qui ont le malheur de vivre à leur proximité. Querelleurs, ils sont d'ailleurs le plus souvent une menace pour eux-mêmes, fort heureusement. Car dans le cas contraire, leur nombre aurait au fait de submerger les nations voisines. Les Gnolls ne comptent pas parmi les plus anciennes races d'Azeroth. Leur origine est toutefois nimbée de mystère, et le fait qu'on en retrouve aussi loin qu'en Kalimdor, qu'en Orphandre ou que sur les îles aux dragons, laisse tout de même présager des racines millénaires. Cette race serait donc apparue aux environs de la guerre des Anciens, il y a 10 000 ans de cela. À moins qu'ils n'aient appris les rudiments de la navigation, au point de franchir les barrières mystiques qui protégeaient les îles aux dragons, des dons insoupçonnables qui paraissent bien improbables. Selon les travaux de l'estimé confrère Bran Barbe de Bronze, les Gnolls seraient les fils et les filles d'une ancienne divinité de la nature. Un dieu hyène dont il ne reste, aujourd'hui, plus aucune empreinte autre que ses stupides descendants. Piètre héritage. Alors que les premiers humains se dissimulaient à l'abri des forêts de Lordaeron, les meutes de Gnolls environnantes faisaient déjà peser une menace sur les tribus égarées. Lorsque, au terme des guerres trolls, l'Empire d'Arathor entreprit de coloniser les régions septentrionales, conquises sur l'ennemi, la présence de ces rôdeurs sanguinaires força l'érection de murailles autour des colonies humaines. En dépit des patrouilles et des régulières attaques des armées d'Arathor sur les villages de Gnolls, rien ne semblait pouvoir mettre un frein à leur prolifération. Ces créatures puantes et grossières étaient la hantise des fermiers, des bûcherons et des chasseurs, bien obligés de s'écarter des bourgs fortifiés. Qu'il s'agisse des clairières de Tirisfal ou des sylves de l'Est, le repli des trolls avait laissé une porte grande ouverte aux meutes éparses de Gnolls qui s'en étaient donné à cœur joie. Les îles dépourvues de Gnolls, les colons humains se prirent à croire que les lointains rivages seraient exempts de cette nuisance. Quelle cruelle déception frappa la suite de l'empereur Faldir lorsque son exil le mena à accoster les rivages du futur royaume d'Azeroth. La région, boisée et sauvage, grouillait de ces créatures bestiales. Les colons de cette nouvelle terre luttèrent âprement pour repousser ces bêtes jusque dans les forêts les plus profondes, les montagnes les plus abruptes. Les meutes Gnolls, divisées, furent peu à peu vaincus, et le royaume se crut hors de cause. C'est alors que, à l'est, un chef un peu moins stupide que ses semblables, Garfang, reçut la brillante épiphanie d'unir les bandes divisées de la région pour former une armée implacable. La meute des Carmines s'imposa par la force, seul langage commun à ces êtres primitifs, et unifia les tribus du sud des royaumes de l'Est. Des hordes intarissables de monstres affamés de violence ébranlèrent les défenses d'Azeroth. Comme l'avait anticipé Garfang, les humains, croulant sous le nombre, furent contraints de se réfugier derrière les hautes murailles de Hurlevent. Le chef Gnoll imposa un siège à la cité. Mais en vérité, il n'avait aucun désir de s'en emparer. Les forces humaines retranchées dans toute l'étroitesse de leur ville, le pays était sans défense. Ces cohortes pillèrent sans pitié les bourgs et les fermes de tout le royaume. Malheureusement, question de point de vue, l'union des meutes ne tenait que par l'effort de Garfang. Lorsque Baraten, roi de Hurlevent, Oxy le vil seigneur des Gnolls, les féroces armées se métamorphosèrent en bandes désunies. Les guerriers se retournèrent les uns contre les autres, les anciennes meutes se livrèrent de sanglantes batailles, et la légion de Hurlevent put les rejeter sans mal dans leurs confins. Depuis, les vestiges de la horde de Garfang constellent tout le pays, harcelant les provinces isolées. Contenus par les patrouilles royales, ils profitèrent des déroutes humaines face à la horde des orques pour reprendre du poil de la bête, et réinstaurer un règne de terreur dans les provinces rurales d'Azeroth. Au nord, les puissantes nations de Lordaeron n'étaient pas en reste. Bien que le danger soit moindre, quelques bandes ensanglantaient les régions périphériques. Ainsi, profitant de la déchéance d'Alterac, une bande de Gnolls s'en prit aux fermes des alentours de Stranbrad. Le prince Arthas et les chevaliers de la main d'argent se précipitèrent à l'aide de paysans et mirent un terme aux agissements de ces belliqueuses créatures. Cependant, cet événement, uniquement mentionné dans les chroniques grâce à la présence du prince héritier de Lordaeron, cache probablement une multitude d'attaques de ce genre.
Lorsque le fléau envahit le royaume, la malédiction de la non-mort n'épargna pas cette race primitive. Pour une raison qui m'échappe encore, certains nécromanciens crurent bon de ressusciter des meutes de ces bêtes stupides et infâmes. À moins que ce ne soient les effets des énergies nécrotiques qui rongeaient la région. Relevés au service du roi Lich, les anciennes bandes fusionnèrent au sein de la meute Poil Putride. Effarée par les horreurs du fléau, la bande des Rouges Pins, plus à l'est, s'enfuit dans les montagnes. Lors de sa reconstruction, le royaume de Hurlevent parvint à contenir la menace des gnolls. Toutefois, lorsque le roi Varianvryn disparut en mer, le conseil de régence se renferma dans les murs de la capitale, délaissant rapidement les affaires provinciales. Opportunistes, des bandes de gnolls profitèrent de l'occasion pour abonder sur les domaines mal gardés, pillèrent de nombreuses fermes et harcelèrent les bourgades isolées. Un clan, originaire des forêts d'Elwyn, se tailla un véritable petit royaume dans les frontières d'Azeroth. Les Rivepates, menés par un certain Lardeur, se répandirent dans l'essentiel de la forêt et débordèrent largement sur les plaines fertiles des marches de l'Ouest. Là, ils scellèrent une alliance, quoi que cela veuille dire dans leur esprit limité, avec les rebelles d'Efia. Cette union fut si redoutable que, faute de renforts, les paysans de la région prirent eux-mêmes les armes au sein de la milice du peuple. Toutefois, la contre-offensive de Hurlevent clarsema finalement leurs rangs et mit un terme, certes tardif, à cette fragile alliance. Le temps passa, et alors que des menaces bien plus redoutables s'abattaient sur le monde comme un orage sans fin, les gnolls se retirèrent de l'histoire. Oh bien sûr, leurs maraudes continuaient à harceler les paysans et les villageois sans défense, mais alors que les démons s'engouffraient en Azeroth, que d'antiques divinités faisaient déferler leurs légions sur les royaumes mortels, les chroniqueurs n'avaient guère le temps de consigner les quelques escarmouches gnolls dans les forêts isolées. Toutefois, alors que le monde retrouvait le goût de la paix, une bande de gnolls refirent parler d'eux. Sur les rives lointaines et perdues des îles aux dragons, la meute Fougerobe se laissa dominer par des énergies nécrotiques qu'ils croyaient pouvoir contrôler. Leur magie putride en vint à corrompre les denses lignes telluriques de la région, forçant les dragons bleus à intervenir. Une expédition vint à bout des meneurs du clan et de leurs idoles funestes, sans toutefois mettre un terme définitif à la présence des énergies noires au sein du clan Fougerobe. Les rumeurs prétendent que certains d'entre eux guetteraient le jeune arbrement d'Amir Drasil, désireux de le corrompre à son tour. C'est ici que s'arrête notre voyage dans le vaste monde des gnolls. Leur histoire, elle, est loin de s'achever. Robustes et tenaces, ils ont survécu aux grandes civilisations, aux pluies de démons et aux pestes mort-vivantes. Alors croyez bien qu'ils seront encore longtemps une épine douloureuse dans la botte des nations civilisées. Au terme de ce bref exposé de leur histoire, vous constatez la nature à la fois simple et brutale de ces êtres bestiaux. Certes plus intelligents que des bêtes sauvages, leur esprit limité n'en fait guère de grands philosophes. Ils communiquent à travers de bruyants ricanements, sans doute porteurs d'un sens que nul n'est jamais parvenu à déchiffrer. Parfois, ils parviennent à prononcer quelques mots dans la langue des peuplades voisines, esquissant de laconiques phrases qui décrivent le fond de leurs pensées, rarement profondes. Du reste, ils échangent avant tout par la violence. Querelleurs, ils se disputent pour toutes sortes de raisons aussi futiles que déraisonnables. Certains témoignent d'affrontements sanglants causés par un os à ronger, ou par la taille du nombre estimée trop grande. S'ils venaient à s'allier, comme ils le firent sous le règne de Baraten, leur nombre et leur férocité en feraient de redoutables adversaires. Ce langage de la violence est toutefois plus profond que le portrait que nous pourrions en dresser rapidement. Il s'avère que les meutes gnolls s'allièrent, parfois, à d'autres peuples, ou nouèrent de ténues relations commerciales. Ces liens diplomatiques sont systématiquement conclus au terme d'affrontements qui doivent prouver la valeur combattante des deux parties, valeur cardinale de la race des gnolls. Loin d'être aussi primitifs qu'on le prétend, ils sont assez habiles pour manipuler armes et outils. Certains, comme au sein des clans Griffebois et Fougerobe, manipulent avec aisance des armes aussi complexes que les arbalètes. D'autres, comme les crins pâles, savent aussi travailler le cuir. Parfois, par avidité ou désir de combattre aux quatre coins du monde, quelques gnolls se joignirent aux bandes de mercenaires et de pirates. Si leur simplicité d'esprit peut nous inviter au mépris, dites-vous bien que ces êtres n'hésiteront pas à vous étriper pour un semblant de manque de respect. Signe d'une intelligence primitive, ou au moins d'un lien étroit avec les forces de la nature, les gnolls sont capables de manipuler une magie rustique, comparable à du chamanisme. Mystiques et chamans accompagnent et conseillent souvent les chefs de meute. En quelques occasions, cette magie primordiale fut tordue au profit d'énergies plus sombres et funestes. Le cas du langage abordé, comprenez qu'il est difficile de déterminer quel nom les gnolls s'attribuent pour eux-mêmes. Ce sont ainsi des populations environnantes qui prirent soin de baptiser les meutes pour mieux les identifier. Certains, comme les poils moussus, les poils putrides ou les crins pâles, font référence à des caractéristiques physiques. D'autres,
comme le clan des Carmines ou celui de la colline sauvage, désignent la terre qu'ils occupent. D'autres encore, à l'instar des Rifpat, mélangent un peu des deux. Les gnolls font preuve d'un pragmatisme à toute épreuve. Ainsi, lorsque la nécessité fait loi, ils n'ont aucun scrupule à servir d'autres races. Le clan Folpat soumit ainsi quelques poignées de kobolds pour extraire les précieux minerais de la montagne. Lorsque l'un des leurs périt, ses anciens camarades ne souffrent d'aucun complexe à dévorer sa chair pour ne pas gâcher la viande. Maintenant que nous avons esquissé les traits généraux de la race gnoll, laissez-moi vous guider dans une visite de leur monde, leur Azeroth. Saisissez votre gourdin, empoignez votre meilleur fendoir, préparez votre plus profond rugissement et partons à l'aventure. Sur les 14 tribus que nous allons aborder, notons la prédominance des royaumes de l'Est. Si 2 tribus occupent bel et bien le sud de Kalimdor, une les contreforts de Norfandre, et 2 dernières les vallées des îles aux dragons, 9 constellent les régions sauvages du continent oriental. Et pour cause, l'origine ancienne de cette race semble plonger ses racines dans les montagnes d'Alterac et des Carmines. C'est de là que ces êtres auraient peu à peu colonisé le monde. Si ce n'est une poignée de mercenaires, aucune meute ne s'est implantée sur les terres plus australes. Peut-être, sous leur épaisse fourrure, préfèrent-ils les latitudes tempérées et froides aux étendues tropicales et désertiques. Nous allons à présent décrire brièvement chacune des meutes et leurs spécificités. Si certaines vous intéressent plus que d'autres, vous pouvez utiliser les codes temporels de la vidéo. Commençons par les tumultueuses tribus des Carmines. Justement, la meute éponyme, désormais dirigée par un chef surnommé Queener, abonde encore dans les massifs occidentaux, en surplomb de la ville de Comté du Lac. Ce sont eux qui, jadis, unifièrent les tribus de la région sous leur coupe et submergèrent les défenses du royaume d'Azeroth. Le trépas de Garfang signa la fin de cet éphémère âge de gloire, et depuis, la meute des Carmines est réduite à une nuisance locale. Cette meute, qui jadis unissait tous les territoires du sud du continent, doit désormais, humiliation suprême, partager son territoire. À l'est des montagnes, la petite tribu des Sombres Crins ne fut jamais de celles qui écrivent l'histoire, et serait sans doute restée dans la pénombre des chroniques si son chef, un dénommé Tripecro, n'avait pas fait alliance avec un sorcier humain des environs. Ce dernier, mu par une haine féroce envers Hurlevent, ne parvint jamais à son but, défait par les agents du royaume. Sans la magie du sorcier, le clan Gnoll sombra à son tour. À l'écart des bourgs et des prés, la meute Sombre Crin est retombée dans l'oubli aussi vite qu'elle en sortit. Descendons à présent les vallées des Carmines pour pénétrer les forêts clairsemées d'Elwyn. La meute Rifpat est, sans aucun doute, la plus puissante et la plus réputée de sa race. Véritable héritière de l'œuvre de Garfang, elle profita de la ruine d'Azeroth pour se répandre partout entre les bois d'Elwyn et les prairies des marches de l'Ouest. Il y a quelques années, son chef, l'Ardeur, représenta une telle menace qu'Hurlevent ordonna sa capture. Ce chef, un peu moins stupide que ses semblables, avait noué un pacte avec les rebelles de la confrérie d'Effia, véritable lame contre la gorge d'Azeroth. Ces guerriers semèrent la terreur dans les régions agricoles du royaume. Sa capture effrita l'unité du clan, facilitant la reconquête des provinces par les armées de Hurlevent. Django Salquen prit officiellement la tête de la meute, déplaçant son centre de gravité dans les marges occidentales, plus loin du courroux de Hurlevent. À l'opposé, près des rives du lac du Cairn, un certain Fenouillard prit la main sur une bande isolée. Cette division pourrait, sous peu, mener à l'émergence d'une nouvelle meute. Faisons à présent route vers le nord, loin de l'autre côté de Khazmodan. Il n'existe, à ma connaissance, qu'une seule tribu sur la Terre des Nains. Les poils moussus habitent un territoire disparate, entre les méandres marécageux des Palins et les contreforts boisés du Loch Modan. Cette bande, nombreuse et hostile, doit son nom à la présence de mousses qui colonisent le pelage de ses guerriers. Signe d'une adaptation aux marais putrides qui leur servent de foyer, à moins que ce ne soit le marais qui se soit adapté aux gnolls, dont l'hygiène n'est pas la priorité, cette mousse, comme une armure végétale, amortit les coups d'épée. Depuis le grand cataclysme, l'ancien cœur de leur territoire, au pied du barrage de Forme-Pierre, fut submergé par les eaux puis envahi par les esprits en colère. Les gnolls environnants, contraints à l'exil, suivirent leur chef Sagepatte vers les hauteurs du Loch Modan. Cette décision sauva probablement une partie des poils moussus, sinon condamnés à périr sous leurs anciennes terres, mais divisa profondément la meute, dont une partie réfugiée dans le delta perdit tout lien avec son chef. Franchissons à présent le viaduc de Tandol et pénétrons le sous-continent de Lordaeron. Les meutes de la région ont d'abord été affaiblies par des millénaires de domination humaine, avant de subir de plein fouet les horreurs du fléau mort-vivant. La meute Fangemufle est probablement l'une de ces victimes des tragédies passées. Elle ne représente plus qu'une poignée de guerriers et de mystiques entourant un chef, Robark,
dont la maladie marque la chair. Ils se sont réfugiés dans les vestiges d'une ferme, où ils cultivent d'étranges champignons, peut-être pour apaiser le mal qui ronge leur guide. Nul doute que cette meute ne serait bientôt plus que poussière. En surplomb, au plus haut des vallées d'Alterac, la tribu Follepatte est un minuscule clan qui, autrefois, contrôlait la vallée. Ils avaient soumis une colonie de kobolds, les forçant à creuser la montagne pour leur compte. Lorsque les orques du clan Loup de Givre trouvèrent refuge sur leur territoire, les féroces combats qui s'ensuivirent ne tournèrent pas à l'avantage des Follepattes. Décimés, ils reculèrent encore et encore. Au nord des cimes, la meute Rouge-Pin était autrefois la hantise des fermiers de cette province des Sylves de l'Est. Lorsque la peste mort-vivante et les légions de cadavres s'emparèrent de la région, les Rouge-Pins, terrorisés, fuirent dans les montagnes, ce qui assura leur survie. Ils y demeurèrent, loin du tumulte de la Troisième Guerre, jusqu'à la défaite du roi Lich. Le seigneur de la mort vaincu, les cohortes de non-morts s'affaiblirent et la tribu redescendit dans les bois libérés de la corruption. Depuis, ils harcèlent les patrouilles des chevaliers d'Atreval, ainsi que les bûcherons de la crête du Nord. Leurs chamans, influencés par une sombre corruption qui, invisible, empeste toujours la région, apprirent à manier les magies nécrotiques. Ces nécromanciens primitifs menacent le fragile équilibre de la province. Vers le couchant, la meute poil putride n'en est pas vraiment une. Ces gnolls, relevés de la mort par les nécromanciens du roi Lich, infestèrent longtemps les clairières de Tirisfal. De leur vivant, ils appartenaient probablement à des bandes rivales, désormais unies dans la non-mort. À mesure que l'influence du trône de glace décrut dans la région, ils perdirent de plus en plus de territoire. D'abord chassés de l'île de Fenris, puis des forêts des pins argentés, ils finirent écrasés par les légions de l'Alliance venues assiéger la cité de Lordaeron. Ces abjectes créatures n'existent désormais plus que dans les récits glaçants des survivants de la région. Quittons les provinces humaines pour gagner les forêts enchantées de Keltalas. Tout au sud du royaume des elfes de sang, une modeste meute, les Pattes Noires, ont profité du chaos consécutif à l'invasion du fléau pour s'emparer d'une mine locale. Avec la reprise en main du royaume, les Pattes Noires furent soit exterminés, soit rejetés dans les montagnes. L'on n'entendit plus jamais parler d'eux. Délaissons à présent les rives des royaumes de l'Est pour un voyage de l'autre côté du monde, sur les terres énigmatiques de Kalimdor. Deux tribus y ont dressé leur campement, non loin l'une de l'autre. À la pénombre étouffante des jungles de Feralas, la meute Griffebois est de loin la plus imposante des deux. Nombreuses et organisées, ils parvinrent à repousser leurs adversaires à de nombreuses reprises. Et d'ailleurs, ils n'en manquent guère. Une ruche de Silithid vomit des nuées d'insectes mortels sur leur territoire. Ces monstrueuses créatures obligèrent les gnolls à livrer d'infinies batailles. D'autre part, les ogres du clan Gordouni harcelaient les Griffebois, assaillant leur campement et capturant les plus jeunes pour les livrer en pâture aux arènes de la région. Agités, les trolls devinrent de plus en plus sauvages et hostiles, même à la mesure de leur race, et menacèrent les avant-postes taurennes et elfes de la nuit. Pour survivre, les Griffebois nouèrent une alliance avec leurs anciens adversaires, les Yétis de la Griffe Farouche, plus à l'ouest. Qui sait si cette union sera la clé de leur victoire? Les Griffebois ont été cruellement meurtris par les assauts des Silithides, des ogres, des taurennes et des elfes. Mais ils se tiennent toujours debout, sous la poigne inflexible du chef Jagal. Ce dernier, rusé et sage pour les critères de son peuple, prépare sa fille, la jeune Sivette, à lui succéder. Laissons derrière nous les forêts suffocantes de Feralas, enjambons les montagnes et glissons-nous parmi les vallées fertiles de Mulgore, le foyer paisible des taurennes. Mais justement, une petite bande de gnolls auront la quiétude des prairies. La meute Crimpale a pour particularité de revêtir un pelage bleuté. Ils sont surtout des trappeurs émérites, qui chassent impitoyablement le gibier abondant des plaines pour son cuir, au point de décimer les troupeaux entiers. Maître tanneur, les Crimpales sont de brillants artisans pour leur espèce. Toutefois, leur chasse meurtrière menace de briser l'harmonie des prairies. Le gibier déclinant, les taurennes furent forcés de réagir. Guidés par leur placidité coutumière, ils tentèrent d'abord d'échanger cordialement avec le chef des Crimpales, un certain Travépieux. En vain. Fidèles à leur nature belliqueuse, les trolls accueillirent les émissaires taurennes armes à la main. Faute de meilleur choix, les taurennes entrèrent en conflit ouvert avec la tribu, bien trop petite pour triompher. Comme nous l'avons mentionné, il n'existe aucune autre meute en Kalimdor que les Griffebois et les Crimpales. Ceci peut être dû à une implantation récente de la race sur les mystérieuses rives du continent occidental, ou à la présence d'autres peuplades hostiles, comme les Centaures et les Hurans, impitoyables lorsqu'il s'agit de défendre leur territoire. Cap vers les terres glacées du Grand Nord pour aborder la meute de la colline sauvage. Cette large bande de gnolls infeste une vallée de la lisière des pics foudroyés.
Seule tribu de Norfandre, sa présence dans la région demeure un mystère. Son chef, Peau-Noueuse, fut toutefois assez talentueux pour préserver sa meute des légions du roi Lich, alors maître incontesté du continent boréal. Traversons une dernière fois l'océan pour aborder nos deux dernières tribus. Nichés dans un creux nauséabond, au sud-ouest des îles aux dragons, les Fougerobes sont une meute nombreuse dont les chamans ont, à l'instar des Rouges-Pins, cédé aux énergies nécrotiques. Voici fort longtemps qu'ils manipulent une énergie qui outrepasse leur maigre capacité. Installés dans une province inondée de magie, ils collectaient déjà les cristaux de mana dans les tréfonds de leur terrier. Face à l'adversité, ils ont relevé de la mort leurs plus vaillants guerriers, condamnant leur peuple à une noirceur abyssale. Depuis, une sombre corruption ronge leur chair et leur âme, condamnant leur peuple aux pires abominations. Les Patombres, tout près de là, sont un clan des plus modestes, peut-être issu d'une division récente d'une meute de la Travée d'Azur, au sud des îles aux dragons. D'ailleurs, la minuscule bande des Noirs Chicots, juste au sud, affermit cette théorie. Ne vous fiez pas au nom mignon de la meute Patombre. Pillards impitoyables, ils étaient déjà une menace douloureuse pour les Rohards d'Iskara, juste au sud. Les Patombres sont de notables éleveurs de hyènes. Les bêtes, domptées avec adresse, sont des alliés cruciaux du petit clan, tant pour la chasse que pour la guerre. Mais depuis peu, la sinistre corruption des Fougerobes s'est étendue à la meute Patombre, menaçant d'étendre sa funeste influence dans toute la région. Voici la fin de notre panorama des gnolls. Créatures aussi stupides que brutales, elles renferment toutefois une certaine nuance. Avides de combat, deux d'entre elles prirent pourtant le parti de la fuite pour survivre. Les Rouges-Pins et les Poils Moussus ne durent leur salut qu'à la capacité de renoncer à la violence lorsque celle-ci était vaine. Dénuées d'esprit, elles firent parfois preuve de sagesse. Les Griffes Bois fraternisèrent avec d'anciens ennemis, et les Fanges Mufles cultivent la terre pour soigner leurs plaies. Les Rive-Pattes et la meute des Carmines unifièrent de larges bandes pour rivaliser avec les redoutables légions de Hurlevent, quand les Folles Pattes soumirent les kobolds pour leur profit. Les Rouges-Pins et les Fougerobes, eux, eurent assez de finesse d'esprit teintée de bêtises pour tordre leur magie ancestrale et tisser des sortilèges de magie noire. Voici le portrait d'une race contrastée qui fut, toute l'histoire d'Azeroth, à l'arrière-plan des sagas légendaires. Ces créatures sont des adversaires redoutables pour les aventuriers débutants. Ils font partie de ces êtres, presque insignifiants, dans l'ombre des menaces cosmiques, qui se fondent dans l'identité profonde de notre monde. Si vous avez apprécié l'exploration de cette race, à la fois si présente et si méconnue, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Nous nous retrouverons bientôt pour une toute nouvelle série en Azeroth. D'ici là, portez-vous bien.